Éric Nolot est avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir Eugénie Bastier est là aussi. Bonsoir. Louis de Ragnel. Bonsoir Laurence. On a été rejoint par Patrick Mahé, journaliste. Bonsoir mon cher Patrick, ancien directeur de Paris Match. Un plaisir de vous recevoir. Céline Pina, politologue et journaliste. Bonsoir. François Pupponi, ancien député. On part tout de suite sur le terrain si vous le voulez bien dans l'heure. Rejoindre nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner, puisque l'hommage s'apprête à démarrer évidemment en mémoire des deux agents pénitentiaires tués au péage d'Incarville tout proche. C'est bien cela Thibaut ? Absolument, Laurence, il va débuter dans quelques minutes. Maintenant, on attend l'arrivée des ministres qui vont se joindre à cette cérémonie. On attend l'arrivée de Sébastien Lecornu, de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti. Son arrivée vient de nous être confirmée ici pour cet hommage silencieux organisé par le maire d'Incarville à quelques centaines de mètres seulement du lieu de cette embuscade. On voit de nombreux élus qui sont présents, mais également des habitants d'Incarville qui ont tenu à être présents pour cet hommage qui va être rendu aux deux personnes qui sont décédés. Plusieurs centaines de personnes sont présentes pour rendre hommage. Dans un deuxième temps, les ministres vont se rendre sur les lieux de l'attaque pour rencontrer les primos intervenants et témoigner de leur soutien. La cérémonie va commencer donc dans quelques minutes. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner. Vous nous tenez au courant s'il se passe quelque chose. Effectivement, c'est important que l'État se manifeste ainsi, Louis de Ragnel, que 3 ministres soient présents là, à Incarville, là, à quelques centaines de mètres dans l'endroit où ont péri ces deux agents pénitentiaires. Ah bah oui, surtout, il y a un choc partout dans la société. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, ce sont des agents de l'État. Et donc, il faut que l'État, l'incarnation de l'État, et je pense que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées et le garde des Sceaux symbolisent ce qui est de plus régalien dans le pays. Donc, c'est extrêmement important qu'ils soient là. Et puis, je pense qu'à travers leur présence, il faut aussi, non pas qu'ils se contentent de pleurer et de dire que la République a été attaquée, mais je pense que maintenant, il faut qu'ils expliquent comment on va passer à l'attaque et comment on va se défendre. Et je pense que... Face à ces bandits qui n'hésitent plus. Il y a toujours l'hésitation. Est-ce que on politise ou pas? Est-ce que voilà. En fait, je pense qu'on n'en est plus on n'est plus à ce débat-là. Aujourd'hui, les Français veulent de l'autorité et ils veulent non pas des mots en disant c'est horrible, c'est horrible. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous proposez? Les propositions, il y en a plein. Et ils veulent que la violence s'arrête. Non, mais il y en a plein. Voilà. Le hasard faisait qu'il y avait un rapport parlementaire qui était publié sur le narcotrafic. Bien, il y a plein d'idées. Les rapports parlementaires, il y en a dans un instant, Louis. Eugénie Bastier, votre réaction. Moi, je trouve que cette semaine a été un peu emblématique du parcours du macronisme. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on a ouvert la semaine avec le sommet Choose France sur l'économie, où Emmanuel Macron vantait la France comme pôle d'attractivité, le dynamisme économique qu'il avait réussi à insuffler dans le pays. Et on est rattrapé en cette fin de semaine par les enjeux sécuritaires, à la fois effectivement ce drame d'Incarville et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, avec de la violence extrême qui touche à vraiment l'État dans son cœur, c'est-à-dire le régalien. Et je trouve que c'est à l'image un peu du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a tout parié sur l'économie, qui se fait à chaque fois rattraper par les enjeux sécuritaires et régaliens. Il pense que finalement, quand l'économie va, tout va. En réalité, c'est pas toujours le cas. Et il y a cet enjeu-là de la sécurité, de l'État, de l'autorité de l'État. Il le rattrape et il est devenu au cœur de son quinquennat. Il va falloir qu'il fasse la démonstration que là aussi, il peut refaire de la France un pôle d'attractivité. Éric Nolot, une autorité de l'État qui est remise en cause chaque jour, sur chaque pan du territoire, où qu'il se trouve, même si c'est outre-mer. Oui, mais la mort de ces deux hommes, et n'oublions pas les blessés, c'est le résultat d'incroyables lacunes, d'incroyables insuffisances sur le plan sécuritaire, mais c'est aussi le résultat de 40 ans de laxisme, de recul devant des choses absolument intolérables. Parce que quand il y a un rapport sénatorial, par exemple, ça veut dire que ce rapport mesure une situation très ancienne. Où ont été les réponses pendant tout ce temps-là? Et moi, je n'entends pas dans les propos, j'entends évidemment l'indignation, j'entends le chagrin, c'est bien le moins, mais je n'entends pas ce sursaut en disant là, c'est pas possible, on a franchi un cap. Enfin, les images, en plus, ça a été filmé, les images sont d'une violence vidéosurveillance inouïe. Moi, je pensais qu'il y aurait vraiment, j'aime pas beaucoup ce mot parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce sursaut républicain, ce choc d'autorité, je ne l'entends pas. J'entends des propos extrêmement convenus, je sens qu'on va aller vers les mesurettes, qu'on va un peu mieux. C'est déjà ça, protéger le personnel pénitentiaire, mais je ne crois pas que le personnel politique prenne la mesure de ce qui s'est passé. À l'instant, Gérald Darmanin est arrivé, Sébastien Lecornu aussi. Je ne vois pas Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, il ne va pas tarder à arriver. François Pupponi. Le problème, on le dit depuis des années, mais on a un État en déliquescence. Là, les politiques ne peuvent dire que des mots. Parce que financièrement, ils n'en ont pas les moyens. Et ils ne sont pas capables de mettre en œuvre les solutions que tout le monde connaît.
oui, il faut construire plus de prisons, il faut sécuriser les... On le sait, et on est incapable de le faire, par manque de volonté politique, par manque de moyens financiers, par manque d'ambition. Et parce que... Et une des erreurs, je pense, moi, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a cru sûrement qu'il allait pouvoir, avec un État fort, gérer la France, sans les élus, sans les maires, sans les corps intermédiaires. Un État fort, oui. Oui, non, mais sauf qu'il n'a pas d'État fort. Pour Bernier, il n'a même plus d'État vraiment. Et quand il commande, il tourne le volant, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est ça le problème de notre pays, c'est qu'on a un État en déliquescence. Il va falloir un sursaut qui va prendre des années à... L'histoire récente nous a appris que quand il y a une volonté, on trouve l'argent. Oui, mais là... Mais il faut qu'il y ait une volonté. Il n'y a pas tous en même temps. Céline Pina. Il y a peut-être quelque chose. Comment voulez-vous qu'un tel pouvoir soit crédible? Il n'est pas fichu de faire régner l'ordre à Sciences Po, où une poignée de fils à papa un peu excités, mais qui n'arrivent pas à insuffler en fait une véritable envie de révolte. On est bien loin de mai 68, que ce soit à la Sorbonne, que ce soit à Sciences Po, que ce soit à HEC, les gens qui se révoltent sont en nombre ridicule, et vous avez un État qui est sous le bureau, terrorisé à l'idée d'intervenir. Comment voulez-vous aller ensuite taper de ces délinquants? Oui, mais c'est sans commune mesure avec la gravité aussi de ce qui s'est passé à Incarville. Patrick Mahé. Justement, vous avez raison, Laurence, de parler de l'état de gravité. Parce que, moi, je considère, en tout cas, c'est un constat, que le gangstérisme, le haut gangstérisme, le super gangstérisme, le supra-gangstérisme, ça n'a plus rien à voir en quelques années avec ce qui était le gangstérisme des années 80, 90. Des noms, Jacques Mérine, Spaggiari, tout ça c'était sans haine et sans je sais pas quoi. Bon, mais c'était pas des enfants de cœur, évidemment, Patrick Mahé. C'était des tueurs. Hein. Mérine s'évadait de la prison de la santé, il tuait personne en route. Là, c'est différent, on est dans Cash Truck. Vous savez, Cash Truck, c'est un film. Bon, on est dans ces trucs-là. Et en effet, la réponse, et Éric Nolot a raison, les mots qu'on entend, c'est le poids des mots, mais c'est le poids léger des mots. On attend quelque chose... On attend des vraies décisions. Et ça, une référence, évidemment... Tout était dans un film qui s'appelle Le Prophète. Le Prophète. Oui, de Jacques Audiard. Oui, exact. Où c'était des jeunes de banlieue liés à des gens radicalisés en prison qui mettaient un terme aux anciens voyous pour prendre la place. Exactement. Il y a le narcotrafic, il y a les victimes. Et il y a le père d'un des deux agents pénitentiaires qui a témoigné au micro de CNews. Il raconte à la fois le choc qu'il a vécu, et aussi il dit quelque chose de très important, et vraiment je veux qu'on l'entende, c'est qu'il dit que son fils aimait son métier. On dit beaucoup depuis 2 jours que c'est terrible d'être agent pénitentiaire, mais il y a des gens qui croient en ce métier, et vraiment respect à eux. On écoute le père d'Arnaud Garcia. C'est le fait que fait 2 jours que je ne dors plus, la colère. Pourquoi? Je remets tout en cause. Donc je ne dors pas, je me vide de mes larmes. J'ausculte toutes les photos de mon gamin que j'ai pu avoir. Donc, et en même temps, je fais le cours de sa vie. Mon épouse, elle est anéantie. Pour revenir, ma belle-fille, alors elle est complètement dévastée. Elle part du principe pourquoi il m'a fait ça. Non, elle dit pas ça. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il verra pas son fils, enfin son enfant? Son enfant ne connaîtra pas son papa. Alors, il adorait ce métier. Il s'y donnait à fond, si je puis dire, puisque dès qu'il y avait des formations, il les faisait. Donc il voulait quitter il a quitté la place, sa fonction d'agent pénitentiaire en prison, pour être dans les équipes d'intervention extraction judiciaire. C'est un truc, il y avait de l'action. Il aimait ça, donc... et puis comme il allait fonder une famille, ça lui permettait d'avoir au moins tous ses week-ends. Ça pour profiter de son enfant. Vu l'attaque d'assassins qu'il y a eu mardi, ça donne pas mal de questions, aussi bien en haut lieu. La preuve, puisque les syndicats maintenant, ils ferment les prisons pour montrer à l'État qu'il y a pas des bavures, mais il y a des lacunes surtout. Lacunes matérielles, lacunes de tout, vestimentaire, véhicules, blindés, donc les armements. Il y a des grosses lacunes. Donc il ne faut pas qu'il y en ait d'autres plus tard, des agents pénitentiaires qui ont le même truc. Moi, je les comprends et je suis d'accord avec eux pour qu'ils ferment les prisons.
Voilà pour la parole de ce papa, le papa d'Arnaud Garcia. Et vraiment, on peut écouter toutes les paroles des hommes politiques à côté. Mais ça, c'est imparable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un père qui a perdu son fils. C'est un homme qui verra jamais son enfant à naître. Et ça, excusez-moi Louis de Ragnel, aucune parole politique ne peut faire le contrepoids. Bien sûr, mais je pense que les politiques, en revanche, doivent à ce père, doivent à cette épouse, doivent à cet enfant à naître, au moins un changement pour que ça, au moins ça ne se reproduise pas. Minimum, ouais. Et du coup, je me permets on est obligé de politiser, on n'a pas d'autre choix, mais on leur doit ça aussi, de rappeler un certain nombre d'engagements et de propos qui ont été tenus par souci de vérité. Il y a quelques semaines, je me souviens quand même d'Éric Dupond-Moretti qui va sermonner des magistrats qui, sous serment, ont répondu aux questions des parlementaires qui ont fait ce rapport sur le narcotrafic en France et qui disent, parce que ces magistrats ont dit la vérité, il leur a dit, vous faites le jeu de l'extrême droite. Et donc, je vous demande d'arrêter d'être défaitistes. Et donc, en fait, si on dit le réel et qu'on espère un changement de situation, on fait le jeu de l'extrême droite. En fait, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, soit on veut voir la vérité en face et on veut des solutions, soit on continue, mais les discours, c'est que de la littérature. Et l'hommage à Incarville pour ces 2 agents pénitentiaires tués a commencé. Les ministres sont là, de nombreux élus ceints de leur écharpe tricolore. Eugénie Bastier. Non, mais il est certain que la France a besoin d'un aggiornamento sur sa politique carcérale et judiciaire qui, effectivement, n'est pas adaptée à ce nouveau narcotrafic qui s'est installé et qui s'est enquisté sur notre territoire. Et le modèle de l'Italie est sans doute à suivre, puisqu'ils ont une mafia sur leur territoire. Moi, la question que je me pose, vous disiez, oui, c'est ces gens qui aiment leur travail. Je pense que c'est important de le rappeler, parce que dans un certain imaginaire, notamment à l'extrême gauche, le gardien de prison est un complice d'un système carcéral oppressif, un maton qui fait un sale boulot. Moi, je trouve il faut aussi rendre hommage à ces gens-là. On en a besoin. Et c'est touchant qu'ils disent qu'il aimait son métier, parce qu'on peut se dire effectivement à première vue que c'est pas un métier fort sympathique. Eh bien, il y a des gens qui trouvent dans leur métier une forme de satisfaction, même dans des métiers qui ne paraissent pas faciles. Et je voudrais un dernier mot sur l'Humanité qui a parlé de mort au travail. Qui a qualifié le journal L'Humanité. Le journal L'Humanité a qualifié les morts de ces 2 agents de 110e accident du travail dans notre pays cette année, en disant que c'était des morts au travail, en essayant évidemment de réduire la question sécuritaire à la question sociale et de dire finalement c'est la faute des dangers au travail qui d'ailleurs, en le noyant parmi d'autres morts au travail qui n'ont rien à voir, on trouve ça absolument scandaleux. C'est un manque de respect pour les familles des victimes. Si je puis me permettre, ce que vous dites est tout à fait juste, évidemment, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'un délit de société, justement très grave, qui prend la société au cœur, eh bien, on entend les mêmes mots, les mêmes dénis, les mêmes choses dans tous les cas d'affaiblissement de l'autorité, à chaque fois. Des mots d'excuses, des mots de commisération, et puis rien derrière. Donc, quand Louis de Ragnel dit les politiques doivent, rendre compte à cette famille-là, c'est pas à cette famille seulement, c'est à toutes les familles de victimes, victimes de récidivistes, parce que des récidivistes, il y en a plein les rues. Et donc l'Humanité parlait d'accident au travail, et certains journalistes parlaient du visage poupin de Mohamed Amra. Non, c'est pas un visage poupin. C'est Libération. Si vous lisez Libération, l'Humanité, voilà, petite revue de presse. Le problème, c'est que ça fait des décennies que l'administration pénitentiaire est la dernière roue du carrosse de l'administration. Qu'on a laissé gérer des situations insupportables de surpopulation carcérale, de locaux qui sont plus adaptés, de tout ce qu'on veut, avec des moyens humains et techniques qu'ils n'avaient pas. On savait que les choses étaient insupportables et qu'on allait à la catastrophe. Oui. Le drame est arrivé alors que beaucoup savaient que ça pouvait arriver. D'ailleurs, transporter un détenu dangereux dans les conditions où ils l'ont transporté, c'est juste impensable. Donc on savait, maintenant effectivement tout le monde pleure, et j'ai bien peur qu'il y aura peut-être quelques mesures annoncées, mais qu'on continuera comme avant. Mais c'est le pire, c'est qu'on n'y croit pas. On continuera comme avant. En fait, cet hommage, il est nécessaire, mais ça ne devrait pas être une fin en soi, ça devrait être le début de quelque chose. D'un processus. D'un processus. Écoutez, je ne sais pas si mon sentiment est partagé de manière générale autour de la table. Moi, j'y crois pas une seconde, par exemple. On est arrivé à un tel point qu'on ne croit pas qu'un drame... C'est ça qui est terrible, Éric Nolot. Aussi terrible. C'est ça qui est terrible. Ben moi, écoutez, je trouve ça désespérant. Mais il faut dire qu'on a eu un président de la République qui nous a expliqué qu'il allait être intraitable sur l'islamisme, sur le séparatisme, sur les OQTF, il emploie toujours des mots extrêmement forts. Derrière, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, la communication remplace l'action. Autrement dit, vous mettez en place
quelque chose de très compassionnel, et vous vous dites, bah écoutez, ça m'accorde 5 mois à rien faire et à ne pas bouger. Après, il y aura forcément un clou chassant l'autre, un autre drame. Sur l'autre drame, je répondrai, je serai intraitable et je demanderai à mes ministres d'eux, et je gagne encore 5 mois, et comme ça, j'arrive jusqu'en 2027. Qui arrivent dans notre pays, et c'est vrai qu'il y a eu une succession ces derniers temps. Un mot par rapport à ce genre de métier, donc décrié par moments, ou mal connu, ou méconnu. On pourrait se demander, c'est comme les policiers actuellement qui sont souvent décriés ou les gendarmes, quel cinéaste aujourd'hui s'amuserait à mettre en scène un policier ou un gendarme à la manière de Flick Story, par exemple? Mais aucun, parce que naturellement, la critique lui tomberait dessus immédiatement. Le flic, le policier, le gendarme, l'homme de loi n'est plus un héros. Il est un paria, cette société d'aujourd'hui. Voilà, avec cette cérémonie, il est 18h17, quasiment on est en direct sur CNews et sur Europe 1, cérémonie d'hommage qui se poursuit à Incarville, aux 2 agents pénitentiaires tués. Il y a les ministres qui sont présents, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, l'État est présent, et il y a quelques discours, effectivement, avec l'air très recueilli des officiels qui sont là, sein de leur écharpe. Je ne sais pas si on peut écouter quelques mots de ce qui est dit. On y reviendra dans un instant. J'aimerais qu'on écoute en revanche des habitants qui sont extrêmement touchés. Que, pour certains, ont entendu la fusillade qui s'est déroulée au péage de l'autoroute. Écoutez, recueilli par Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner. Rendre hommage déjà à ces pauvres victimes et puis souhaiter les sincères condoléances à toute leur famille. C'est trop triste ce qui est arrivé à Incarville. C'est malheureux de voir 2 personnes qui sont hors service commandé, dont le père. Le père, sa femme attendait un enfant de 6 mois. J'espère que ces personnes-là qui ont fait ça, ils seront retrouvés un jour. On vit dans un monde de plus en plus violent, et où cela va-t-il s'arrêter ? Il n'y a pas de limite en réalité, François Pupponi, à cette barbarie. Parce que là, le signal qui a été envoyé dans cette attaque, il est terrible. Il est terrible. On peut faire évader qui on veut, comme on veut, et on va vous tuer. C'est le double message, parce que je répète, il y aurait pu y avoir une évasion, enfin, il y avait eu des évasions dans des prisons, la santé par exemple, où il y a eu des coups de feu, mais il n'y a pas eu de mort. Parce que le principe, c'était de faire évader un complice, un ami. Bonjour. Très bien. Mais de là à tuer. D'ailleurs, il y avait même une règle, généralement, les grands voyous essayaient de ne pas tuer ni des policiers, ni des gardiens de prison, parce qu'ils savaient que c'était derrière, à l'époque, la peine de mort ou la perpétuité. Donc, ils avaient aussi des règles. Là, il n'y a plus de règles. Là, c'est on va faire ce qu'on veut, on va trafiquer et on va vous tuer. Et on est plus fort que vous. C'est-à-dire que le message qui est passé à l'État, il est terrible. Avec un homme qui n'est pas un grand baron de la drogue, Mohamed Amra. Attendez, qui n'était pas considéré comme un grand baron de la drogue. Bon. Il n'était pas détenu particulièrement surveillé, excusez-moi. Ce qui est peut-être un quand même un signe. Parce que voilà, il n'était pas considéré comme un DPS, détenu particulièrement, mais visiblement, il est quand même d'un certain niveau, parce que être capable d'organiser ou de faire organiser un commando comme celui-là pour se faire évader, il faut des moyens, parce que une cavale, c'est des moyens financiers énormes, c'est toute une organisation qui est derrière, donc c'est pas n'importe qui. C'est pas un second couteau. Le problème, il n'était pas repéré par les services comme étant la tête du panier. Donc c'est-à-dire que les autres sont capables de faire pire. Céline Pina. Moi, je suis très choquée parce que je sais qu'il y a depuis largement 20 ou 30 ans une association qui s'appelle Crime Halt et qui a beaucoup travaillé sur la manière dont, en Italie, on avait répondu aux problèmes justement de la mafia. Et ils ont montré comment ils ont changé la législation, comment ils sont allés les taper au portefeuille, comment ils ont inversé la procédure. C'est plus à la justice d'avoir à prouver qu'un argent a été frauduleusement gagné. Si quelqu'un ne peut pas expliquer d'où proviennent les fonds, il peut être condamné et les fonds sont récupérés. Ce qui enlève tout ce côté, c'est pas grave, on commet un certain nombre d'actes et de toute façon, cet argent est conservé. Donc, et ça a donné des résultats. Ça fait plus de 25 ans que la personne qui a monté cette association lutte. Il a dû rencontrer tous les politiques connus. Et rien n'a changé. Un petit peu, mais pas assez, un peu quand même. En tout cas, les agents pénitentiaires, l'intersyndicale des surveillants de prison, appellent à maintenir les blocages vendredi. C'est donc le 3e jour consécutif de mouvement. Eric Nolot, ça veut dire que toutes leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ils demandaient évidemment des moyens supplémentaires, ne serait-ce que pour eux, parce qu'ils étaient armés avec des pistolets qui ne faisaient pas le poids face aux armes qu'ils avaient en face. Et puis peut-être aussi moins de transfèrement de prisonniers, moins systématiquement. C'est un gros problème. Eric Nolot et ensuite François. La réponse à l'urgence, effectivement, les prochains transfèrements d'évidence ne peuvent pas se passer dans ces conditions. Sinon, les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut un changement idéologique, en fait.
pour lutter contre ces gens. Si ce type n'était pas un super délinquant, alors on n'ose pas imaginer ce que ça va être avec des barons de la drogue. Donc il faut absolument changer notre manière de voir. La délinquance a changé, la réponse de la justice et de la police doit changer. Évidemment. Le problème qu'il va y avoir, c'est que c'est bien beau de dire il faut plus que les transfèrements se fassent dans ces conditions-là, mais ils n'ont pas les véhicules pour. Oui. Parce qu'il faut des véhicules blindés. Et si à chaque fois qu'on doit envoyer quelqu'un qui est un peu suspect avec des véhicules blindés, on ne les a pas. Donc même, on ne pourra pas apporter une réponse concrète à court terme. Par contre, la réponse doit être apportée rapidement pour calmer un peu les choses, parce que quand il y a des manifestations dans les prisons, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de visites, il n'y a plus de procès. Et donc la tension monte. Le système judiciaire est en train carrément de s'arrêter de fonctionner, et la tension monte en prison. Donc là, il y a urgence pour le gouvernement. Patrick Mahé. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Éric à l'instant, sur la qualité ou non de ce bandit, de ce gangster, de ce narcotrafiquant, tout ce qu'on voudra. S'il n'est pas aussi important qu'on le dit, pourquoi dans ces cas-là une opération de ce type, elle, en revanche, qui est une opération non seulement musclée, mais qui va jusqu'à tuer les gens, ils ne sont pas obligés de les tuer, après tout. Qu'est-ce qui les oblige à les tuer? Et on dit, et ce type n'est pas aussi important dans l'échelle de Richter du grand banditisme. Il faut savoir. Peut-être qu'il y a eu une erreur. Il a quand même un sacré pédigré judiciaire. Oui, bien sûr. Il y a quand même plusieurs éléments. Il y a un pédigré judiciaire énorme. Il est quand même mis en cause pour des tentatives d'assassinat. Il est impliqué dans des affaires assez importantes, alors qu'ils n'ont pas encore été jugés. Mais effectivement, c'est pas non plus c'est pas quelqu'un qui est totalement inconnu. Il est l'ennemi public numéro 1. Et ensuite, je pense qu'on est en train de franchir une bascule, c'est-à-dire que ce qui était réservé au top 5 du grand banditisme, maintenant est en train de s'élargir à des gens qui étaient peut-être en deuxième rideau, en catégorie 2 ou 3. Et donc, c'est d'autant plus inquiétant. C'est les petits qui veulent devenir des grands. C'est d'autant plus inquiétant, exactement, parce que ça montre que maintenant, c'est à la portée d'une base beaucoup plus large de détenus. Donc, en fait, des délinquants intermédiaires ont les moyens du grand banditisme. C'est ce que et surtout la volonté de devenir des grands bandits. Donc, ils veulent gravir les échelons. Ils font ce qu'ils veulent où ils veulent quand ils veulent. Eugénie? Non, en voyant ces images, je me disais, il n'y a plus une semaine en fait dans notre pays où il n'y a pas un hommage. La télévision ne commande pas des images d'hommage et de marches blanches en fait. C'est vrai. J'aimerais peut-être un peu moins de marches blanches et d'hommages. Enfin, il en faut quand même, mais peut-être un peu plus de revanche et de courage. Mais revanche, ça fait pas partie de l'état de droit, non. Non, pas de revanche. Voilà, pas revanche. Mais de revanche de l'État, de retour de l'État. Cette question, Céline, et après on écoute un témoignage. C'est plus compliqué. Que je ne suis pas sûre que la population soit en soutien. Ce qu'on voit quand même, c'est des gens qui sont en très forte demande. Non, mais c'est des gens qui sont en très forte demande d'autorité. Et dès qu'on fait agir la police, dès qu'on fait agir la gendarmerie, et quand on le fait envers des gens qui sont extrêmement déterminés, vous êtes obligé d'user de la violence. On appelle même ça la violence légitime. La force. Et bien là, la violence, la force. Et là, vous avez quand même, et pas que la gauche, mais une partie de la droite aussi, qui peut de temps en temps interroger la nature des moyens, l'ampleur, etc. Et ça, on ne va pas s'en Mais un peu moins maintenant, de moins en moins. Elle est silencieuse, elle sait quoi. Elle n'a pas de doute, de moins en absolument. moins. Écoutons un ami d'enfance du jeune Arnaud Garcia qui est mort, cet agent pénitentiaire. Il est aussi le maire de Blangy-le-Château dans le Calvados, leur village natal. Arnaud, on a grandi à l'école ensemble. On venait de passer une belle cérémonie, on avait fait le 8 mai, on avait passé une belle commémoration ensemble. Il venait de nous apprendre qu'il allait être papa et tout de suite, c'est vrai que le monde s'écroule. Et là, on se dit merde, il va falloir être costaud. C'est pas évident, c'est vrai qu'on se retrace les moments qu'on a passés ensemble. C'est vrai que de son côté, on était tous les deux fiers de nos carrières. On se voyait régulièrement, on en discutait. Et là, c'est vrai que ce qui se passe, on se dit mince, c'est vrai que ça pourrait arriver aussi à n'importe qui. Un accident est vite arrivé également. On se dit que merde, faut prendre plus de temps aussi et passer plus de moments. Et là même, je me dis mince, même rien que de prendre des photos avec sa famille, avec ses collègues, c'est vraiment important. C'est vraiment des discours de vérité, Eric Nolot. C'est des discours où on rappelle l'essentiel, la vie est importante. Dites au revoir aux gens que vous aimez le matin, quand on fait ce métier-là, quand on est policier, quand on est gendarme, quand on est évidemment militaire. On peut ne pas revenir le soir. Oui, mais le plus terrible, c'est le contraste que ça fait avec les mots qui sont prononcés pendant les hommages, où le ministre se dit ça va encore compliquer mon emploi du temps, et il y aura une nouvelle cérémonie la semaine prochaine, et est-ce qu'on m'a bien écrit mon discours? Écoutez, moi ça me met presque en colère la présence des ministres. Il faut qu'ils soient là, évidemment. Mais oui, pour que l'État soit là, Eric. Non, mais évidemment. Il faut qu'il y ait une présence de l'État. Simplement, on aimerait que ça ne soit pas que des mots, qu'il y ait des actes. Là, c'est
un discours, c'est le 50e en très peu de temps. Il y en aura 50 derrière, nous le savons. Et là, tout d'un coup, on entend un ami de la victime ou quelqu'un de la famille. Et là, les points ont un mot, parce que c'est ressenti dans la chair. Les mots ont un poids. Oui, excusez-moi, les mots ont un poids. Et je crois que les politiques ne prennent pas la mesure de ce que ça provoque dans l'opinion publique. On entend cet homme, on est bouleversé. On écoute ces officiels, on n'a pas envie de les écouter. On sait que c'est que des mots qui vont s'envoler. Il y aura un avant et un après, François Pupponi? Oui, parce que c'est quand même... Même si on savait tous que des policiers pouvaient se faire tuer, que certains voulaient tuer du flic, que des gardiens de prison, on savait que ça devait arriver. Abattu, là. Abattu. Là, c'est autre chose. Là, il y a un message qui est passé par le grand banditisme en disant maintenant, il n'y a plus de limite. Ouais. Et les patrons, c'est nous. Donc, à un moment, ils provoquent officiellement l'État. Je répète, le fait d'avoir abattu les gardiens de prison, fait qu'ils passent le message. On est chez nous et c'est nous qui sommes les patrons. L'État doit répondre. Et donc, effectivement, il y aura un avant et un après, parce que on ne peut plus gérer l'événement carcéral de la même manière. C'est plus possible. Alors, je ne suis pas sûr qu'on y arrive à le changer, donc je suis un peu pessimiste. Mais si de nouveau il y a des drames comme cela, est-ce qu'il risque d'y en avoir d'autres? Il n'y a aucune raison que les grands voyous s'arrêtent. Je ne crois pas qu'il y aura un avant et un après. Eugénie Bastier, vous voulez la parole? Je veux dire, avec la Nouvelle-Calédonie, l'état des prisons en Nouvelle-Calédonie actuellement, c'est un chaos total. Vous avez une prise d'otages, vous avez des gardiens blessés, vous avez les bracelets électroniques des prisonniers qui sonnent parce que plus que personne n'est capable de les surveiller parce que les policiers sont débordés. Donc pendant qu'on parle de restaurer l'ordre ou de poursuivre ceux qui se sont échappés dans la métropole, regardons ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie actuellement. L'état des prisons est absolument catastrophique et on est au bord du chaos. Le problème, c'est que... Mais ce n'est pas seulement à cause de l'état des prisons en Nouvelle-Calédonie. C'est oui, beaucoup d'autres paramètres. On va en parler dans un instant. Céline Pina. Pour restaurer l'ordre dans un cadre pareil, il faut assumer le fait qu'à un moment donné, ça puisse être douloureux, violent, que ça puisse créer des blessés. Et la question qui va se poser, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un État qui a peur d'assumer en fait cette violence légitime et peut-être pas simplement à tort, c'est-à-dire qu'il est faible, il a peu de soutien populaire et il ne sait pas exactement jusqu'où il peut aller. Et ces gens qui ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller sont absolument inaptes à répondre à ce type d'explosion de violence. Bon, écoutez, on va continuer à parler de